Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour ce nouveau petit déjeuner de l'Observatoire du FIC consacré aujourd'hui à la sécurité du DNS. Le DNS est-il la clé, la sécurité du DNS est-elle la clé de la résilience d'Internet? C'est un sujet qu'on va évoquer aujourd'hui avec donc 4 intervenants. Avec moi ici, vous le verrez dans 5 minutes, mais Nicolas Janssen, principal solution architecte chez Infoblox, et à distance depuis le Luxembourg, Pascal Station, CEO de Security Made in Lou, Stéphane Bortmeyer, également ingénieur à AFNIC depuis la France, et Anouar Adlani, Chief Technology Officer chez eBrand. Et donc, on va discuter ensemble de toutes les questions autour de la sécurité du DNS et donc de la résilience d'Internet. Alors, peut-être pour commencer et pour qu'on ait tous la même compréhension du sujet, on va peut-être commencer par se demander ce qu'est le DNS. Stéphane Bortmeyer, est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement, en gros, qu'est-ce que le DNS et pourquoi est-ce qu'on en parle comme le cœur d'Internet finalement? Bien, le DNS, Domain Name System, au sens étroit, c'est le protocole qui permet, à partir d'un nom de domaine, de récupérer des informations techniques dont on a besoin pour quelque chose. Le cas le plus courant, plus classique, le plus souvent cité, c'est de récupérer l'adresse IP à partir d'un nom pour établir une connexion. Mais le DNS a beaucoup d'autres usages. Le DNS, c'est inséparable du fait d'avoir des noms de domaine, ces noms comme www.forum-fic.com qu'on voit partout et qui ne sont pas juste un identificateur technique, qui sont un élément aussi de l'identité pour lequel les gens sont prêts à payer ou des fois même à faire des choses illégales pour en gagner le contrôle. C'est donc pas juste un détail technique du fonctionnement de l'Internet, c'est aussi un vecteur d'identité. Alors, ces noms de domaine, on peut les représenter sous une forme arborescente. Est-ce que vous voyez le joli schéma sur votre écran? Oui, tout à fait. Oui, ok. Donc, l'intérêt de la représentation arborescente des noms de domaine, donc avec en haut la racine, en dessous les domaines de premier niveau ou TLD, top level domain, comme .fr ou .pizza, puis troisième niveau, etc. Il peut y en avoir autant qu'on veut. L'intérêt de cette représentation arborescente, c'est que c'est celle qui est utilisée pour la résolution, c'est-à-dire pour le processus technique qui permet d'avoir des informations. On part de la racine et donc ça permet d'illustrer les points importants pour la robustesse. Si par exemple .com était en panne, tous les noms en dessous de .com cesseraient de fonctionner. Et puis, alors, si la racine était en panne, ce serait la catastrophe vraiment majeure. Et ça illustre aussi les dépendances d'ordre administratif, puisque les noms de domaine dépendent. Chaque nom dépend d'un parent, à part la racine qui dépend de personne, et ces différents parents ont des règles d'enregistrement différentes, dépendent de lois différentes. Par exemple, hier, VeriSign, le registre de .com, a publié un article sur les méthodes qu'ils utilisaient pour supprimer des noms de domaine, pour décider de suppression de noms de domaine, et a rappelé que .com était sous contrat avec le gouvernement des États-Unis. Donc, on croit parfois que .com serait une sorte de domaine international, planant au-dessus des États, mais VeriSign, son registre, rappelait clairement que .com était strictement états-unien et dépendait des lois de ce pays. Donc la représentation arborescente illustre bien ces dépendances. Et alors pourquoi on peut dire que c'est le cœur d'Internet? Parce qu'en pratique, l'écrasante majorité des activités sur Internet commencent par une requête DNS. Et sans cette requête DNS, ça ne peut pas marcher. Alors les techniciens trouveront des exceptions, plus ou moins. Bitcoin, par exemple, ne dépend pas du DNS pour le fonctionnement du réseau pair à pair, mais la plupart du temps, il s'agit d'exceptions relativement marginales. Si du jour au lendemain, tout à coup, le DNS disparaissait, pour l'écrasante majorité des usages, c'est comme s'il n'y avait plus d'Internet du tout. Merci beaucoup Stéphane. Alors, je vois qu'il y a déjà des commentaires et des questions. N'hésitez pas à les poser effectivement dans le petit onglet Converser en bas de votre écran. Et pour ceux qui souhaiteraient rejoindre la session dans une autre langue, en anglais notamment, vous pouvez écouter le canal en anglais via le petit bouton Interprétation tout à droite sur la barre horizontale en bas de votre écran. Alors, on voit bien en effet l'importance que prend le DNS dans la structure d'Internet et dans le fonctionnement d'Internet. À partir de ça, en quoi est-ce que le DNS finalement doit être considéré comme un asset critique pour une entreprise? En fait,
pas seulement pour une entreprise, d'ailleurs pour tout le monde, pour tout utilisateur, utilisatrice de l'Internet, c'est critique. Quand vous êtes simple utilisateur, que vous visitez des sites web, que vous envoyez du courrier, vous êtes un client du DNS et donc son éventuelle panne ou son détournement aurait des conséquences graves puisque tout passe par là. Quand vous êtes plutôt de l'autre côté, quand vous avez une présence en ligne, par exemple vous avez un site web de e-commerce ou des adresses de courrier électronique où vous voulez que les gens vous écrivent, là vous avez besoin d'un nom de domaine pour ça, qui est garanti une stabilité dans le temps à vos identificateurs. C'est ça qui permet de bâtir votre communication dessus et qui vous rend indépendant d'un autre acteur. Un exemple simple, si vous avez un petit blog, par exemple, si vous l'hébergez sur le service d'hébergement wordpress.com, comme le font beaucoup de gens, vous avez un nom de domaine, mais qui est sous wordpress.com. Donc, rappelez-vous l'arbre tout à l'heure, vous dépendez de la société qui gère wordpress.com et d'un éventuel changement de politique. Si par contre vous avez un nom de domaine à vous, vous dépendez, il y a toujours des dépendances, on n'est jamais tout seul sur l'Internet, et vous avez réduit le nombre de dépendances. Et alors justement, quels sont les... voilà, vous avez parlé de plusieurs composantes et de plusieurs éléments. Quels sont les différents acteurs du DNS? On a vu quelques noms déjà sur votre schéma tout à l'heure. On parlait de Resolver, par exemple. On sait que... voilà, Anouar qui se présentera aussi tout à l'heure, il y a toute cette dimension du registre, du registar, du bureau d'enregistrement selon les langues. Est-ce que vous pouvez nous clarifier un petit peu tout ça? Difficilement, parce que c'est vraiment effectivement compliqué. Donc sur le schéma que vous avez en ce moment, vous voyez le mécanisme de résolution DNS. Décidément. Est-ce que vous voyez bien le schéma là? Pardon, c'est pas le Oui, bon. très bien. Ok. Donc, sur le mécanisme de résolution DNS, vous avez à gauche, Monsieur Michu, l'utilisateur ordinaire qui veut visiter par exemple le site web du FIC. Au centre, le résolveur qui est donc l'unique machine avec laquelle communique Monsieur Michu. Donc c'est un service absolument crucial pour lui. S'il n'arrive pas à parler au résolveur, si le résolveur est en panne ou si le résolveur lui ment, bah, tout le vécu de Monsieur Michu va être affecté. Et tout à fait à droite, les serveurs faisant autorité, qui sont les serveurs gérés par les différents organismes qui enregistrent des noms de domaine. Ici, j'en ai mis 3, la racine, le domaine de premier niveau.com, donc VeriSign, et les serveurs d'OVH qui font autorité pour forumfic.com. Et les 8 étapes indiquent tout ce qui est nécessaire pour avoir une résolution ici d'un nom de domaine en adresse IP. Donc maintenant, les acteurs, le résolveur est typiquement géré par votre fournisseur d'accès Internet quand vous êtes à la maison ou par votre service informatique quand vous êtes dans les locaux de votre entreprise, de votre université, etc. Mais il y a aussi des résolveurs publics, les plus fameux étant ceux de Google, Cloudflare, Quad9 et quelques autres. À droite, les serveurs faisant autorité sont gérés par des organismes différents, puisque Internet, le DNS est décentralisé, qui sont les registres par exemple, .com, donc le registre c'est VeriSign.fr, le registre c'est la FNIC, mon employeur. Et quand vous voulez acheter un nom de domaine sous un de ces domaines de premier niveau, vous devez la plupart du temps passer par un bureau d'enregistrement. Dans le cas de .fr, par exemple, c'est imposé par la loi, le Code des postes et communications électroniques, article 45, je ne sais plus combien, qui dit que l'enregistrement doit se faire par l'intermédiaire d'un bureau d'enregistrement. Il y a aussi un autre acteur important qui est l'hébergeur DNS, c'est-à-dire la personne qui gère les serveurs faisant autorité. Ça peut être le bureau d'enregistrement, ça peut être le titulaire du nom de domaine lui-même, ça peut être un tiers. Il est certain que pour la plupart des gens, cet écosystème des noms de domaine est extrêmement complexe, difficile à saisir. Beaucoup de gens, vous leur demandez, par exemple, même quand ils ont un nom de domaine, vous leur demandez quel est votre bureau d'enregistrement. En général, ils sont muets. En anglais, la confusion est aggravée par le fait que les termes registry, registrar et registrant se ressemblent beaucoup et donc que les médias font très souvent l'erreur. Même en français, où il y a moins de risques de confusion, il y en a quand même. Et du point de vue de la sécurité, ce qui nous intéresse ici, c'est sûr que cette complexité, cette variété des acteurs rend plus difficile les analyses. Mais au moins,
quand on parle de la sécurité du DNS, il y a vraiment quelque chose qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux sortes de serveurs DNS bien différents, les résolveurs et les serveurs faisant autorité, et que les deux sont vraiment très, très différents et posent des problèmes complètement différents du point de vue de la sécurité. Merci beaucoup pour ces précisions. Je crois qu'on a tous les idées un peu plus claires. Alors, vous parliez justement des enjeux de sécurité. Quels sont les risques et ou disons, les attaques les plus courantes qu'on a vues récemment, à la fois sur et via le DNS? Alors, là, il y en a plein, il y en a beaucoup et je ne vais pas toutes les citer ici. Il me semble que je vais me concentrer sur deux qui me semblent aujourd'hui particulièrement importantes, courantes. L'une, c'est les attaques par déni de service. J'ai expliqué que tout passe par une requête DNS. Sans le DNS, c'est comme si on n'avait pas d'Internet du tout. Et donc, une attaque par déni de service va avoir des conséquences graves puisqu'elle empêchera ce fonctionnement. Et on en voit régulièrement visant soit un opérateur de serveur faisant autorité, ça avait été l'attaque contre Dyn en 2016, soit un domaine de premier niveau, un TLD entier, comme ça avait été le cas en 2015 ou 2016, je ne me souviens plus, contre le TLD turc.tr, ce genre d'attaque. Et on sait que les attaques par déni de service sont une des plaies de l'Internet, qu'il est très difficile d'y faire face, mais quand elles visent le DNS, elles peuvent avoir des conséquences vraiment graves. Si vous faites tomber un domaine de premier niveau entier, tous les noms en dessous restent également inaccessibles. Et puis le deuxième gros problème que je vois, qui m'inquiète, qui me semble une menace, c'est tous les risques de détournement d'un nom de domaine. On enregistre son nom de domaine via un bureau d'enregistrement auprès d'un registre. Il y a toutes des étapes d'authentification. Typiquement, si vous avez enregistré un nom de domaine, vous avez créé un compte auprès du bureau d'enregistrement. Si vous êtes prudent, vous avez activé l'authentification à deux facteurs. Sinon, vous avez un mot de passe qui vaut ce qu'il vaut. Et donc, on peut détourner les noms de domaine par ce biais, parce que les gens ont utilisé comme mot de passe AZERTY ou IOP, ou bien parce que le bureau d'enregistrement ou le registre avait une faille technique permettant de modifier la base de données, chose qui arrive de temps en temps. Ces risques-là mènent à des attaques qui sont fréquentes, des tas de gens en ont été victimes, et c'est clairement un des problèmes aggravés, à mon avis, par le fait que la sécurité des noms de domaine et du DNS souvent n'est pas perçue à son importance méritée. Tout le monde connaît le web, voit l'importance de protéger le serveur web, le pare-feu, tout ça, mais les noms de domaine sont souvent perçus comme quelque chose de plus administratif qu'opérationnel, et donc ne font pas toujours l'objet de la même sécurité, de la même perception de la sécurité. Oui, merci beaucoup. On en reparlera aussi un petit peu tout à l'heure de ça sur la perception et la façon de sensibiliser une organisation au risque que ça peut représenter. Mais peut-être pour revenir justement sur cette typologie d'attaque, mais je vais vous demander à vous, Pascal Steichen, vous êtes donc CEO de Security Made in You et vous avez donc aussi cette approche d'un CERT. Est-ce que ce sont aussi ces mêmes types d'attaques que vous constatez de votre côté? Est-ce que vous voyez des tendances ou une évolution? On sait que 2020 a été particulièrement riche sur le plan des attaques, justement. Est-ce que vous observez des tendances particulières sur les attaques DNS? Alors, bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup de pouvoir participer à cette table ronde depuis le Luxembourg. Alors, oui, donc les attaques, je dirais, communes ou les standards les plus connus que Stéphane a mentionné, on voit ça aussi. En effet, 2020, comme on sait tous, et 2021 aussi encore un peu, sont quand même des moments spéciaux, notamment dus à la pandémie. Et justement, dans ce contexte-là, nous, en tout cas, on a vu pas mal d'activités utilisant, je dirais comme ça, le DNS, parce que vu la situation en pandémie, tous les gouvernements, toutes les structures ou hôpitaux, ou toutes les structures occupées par la pandémie, avaient un besoin de communication important. Et donc, on crée des sites, on crée des portails pour se faire tester, pour se faire vacciner, donc toutes les activités qu'on a vues. Et tout ça est passé par des sites Internet avec des noms où il y a COVID quelque part, où il y a 19 quelque part, où il y a Corona quelque part. Donc, on a vu une panoplie de nouveaux noms de DNS apparaître sans vraiment savoir
lesquels sont maintenant ceux qui sont officiellement enregistrés par les autorités et donc constituent des sites Internet, et lesquels sont des noms très proches ou similaires utilisés par des criminels pour justement dévier l'attention des gens et les capturer sur leur portail, sur leur site, sur lesquels ils ne vont naturellement pas trouver des tests ou d'autres choses, mais voilà, qui sont juste là pour attirer l'attention, pour surfer, entre guillemets, sur cette vague de pandémie. Comme on le voit souvent, les criminels, ils utilisent des situations de crise ou des situations de grande médiatisation, que ce soit catastrophe ou que ce soit événementiel, comme l'euro, mais bon, Corona est encore un sujet qui est plus important que l'euro, donc je veux dire, le football, bien qu'on pourrait voir des phénomènes aussi liés à des événements sportifs comme ça. Et là, souvent, justement, le DNS est utilisé parce que le DNS représente quand même très souvent dans les entreprises, le DNS est utilisé comme la marque, comme une marque ou comme le nom qu'on veut communiquer vers l'extérieur. Et donc, c'est quelque chose que l'humain peut tout de suite comprendre, tout de suite se rappeler et donc retrouver les sites Internet ainsi. Donc ça, c'est une tendance qu'on a vraiment vu apparaître en 2020. Avec toutes les autres activités, une tendance plus vraiment, mais quelque chose qu'on voit quand même depuis plusieurs années, c'est que vraiment qu'il y a des noms de DNS qui sont utilisés ou des techniques d'enregistrement des noms de DNS très proches à des marques très connues. Donc, par exemple, Microsoft.com, mais en utilisant pas les caractères ASCII classiques, mais des caractères cyrilliques, par exemple, qui visuellement sont exactement les mêmes, mais pour l'ordinateur, c'est complètement quelque chose de très différent, qui vont donc rediriger vers un site Internet différent. Donc, c'est quelques techniques-là. Non, ce n'est pas tout nouveau, mais c'est des choses qu'on voit apparaître et qu'on continue à être utilisé par les criminels en utilisant finalement à ce niveau-là le DNS pour améliorer ou pour renforcer, rendre plus efficaces leurs attaques. Merci beaucoup, Pascal. Et alors, Nicolas, je vous voyais acquiescer. Est-ce que vous faites le même constat de la part de vos clients chez Infoblox? Oui, effectivement, sur les noms de domaines similaires, on avait déjà observé la même tendance sur des chaînes ASCII avec des RN et des groupes de lettres qui pouvaient ressembler à un M, par exemple, pour Microsoft. Et on a vu effectivement l'usage d'alphabets non latins pour avoir des noms qui soient vraiment, même pour une analyse visuelle proche, qui soient très, très similaires et qu'on ne puisse pas détecter ça, notamment sur des mails entrants, de façon à faire des attaques vers même des personnes éduquées ou du whaling sur des personnes à responsabilité, avec des noms de domaine auxquels ils ont l'habitude de faire confiance. Et effectivement, je retrouve ce que disait Stéphane tout à l'heure sur la partie publique, mais c'est vrai que sur l'accompagnement que j'ai au niveau de mes clients, je vois aussi beaucoup les attaques via le DNS, donc le phishing dont on parlait tout à l'heure. Mais si on regarde toute la cyber kill chain avec l'analyse de Lockheed Martin qui permet de regarder n'importe quel malware et de le découper en 7 étapes, on voit que sur les 7, on en a 5 qui peuvent faire appel au malware, que ce soit sur les phases de reconnaissance, d'acquisition, notamment tout ce qui est phishing, mais on a vu également des malwares comme DNS Messenger qui, pour éviter les infrastructures de sécurité classiques, échangent toute l'acquisition de payload sur DNS, toute la charge malveillante sur DNS, sans qu'il n'y ait jamais une connexion HTTPS qui soit établie, de façon à éviter justement les solutions qui vont regarder le fichier, faire de l'analyse en bac à sable et vraiment avoir tout l'échange, toute l'acquisition qui soit fait au niveau DNS. Et puis l'étape qui est classiquement la plus utilisatrice de DNS, c'est la partie command and control. Et celle-ci, on a vu une complexification. Les premiers temps, on avait simplement un command and control via IP, mais on a vu une forte professionnalisation des attaquants qui fait qu'ils veulent des infrastructures les plus résilientes eux aussi. Si on regarde le volume de la menace cyber en termes
poids économique. C'est la 4e économie, la 4e verticale au niveau monde. Donc, c'est vraiment un investissement et des équipes qui sont massives. Et donc, ils ont mis en place d'abord des résiliences via du DNS pour pouvoir changer rapidement de nom de domaine. Et puis, bloquer un nom de domaine, c'est facile. Donc, ils ont augmenté la complexification avec des noms de domaine qui changeaient rapidement. Et puis, pour éviter des analyses au niveau du code, ils sont venus à des noms de domaine qui sont changés par algorithme. On appelle ça les DGA, les noms de domaine générés par algorithme. Et ça, on a vu certains malwares qui avaient plusieurs millions de noms de domaine utilisés et qui changeaient dynamiquement jusqu'à toutes les heures. Et donc, cette complexification et l'usage du DNS au niveau justement de la partie command and control, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu. Et justement parce qu'il y a peu de contre-mesures efficaces. On voit des infrastructures, même bancaires, qui sont très normalisées, très sécurisées, qui sont attaquées par des acteurs comme Fin7, justement via DNS, parce que c'est quelque chose qui continue à bien passer, même au niveau d'organismes très sécurisés. Merci beaucoup, Nicolas. Effectivement, je vois qu'il y a des tendances qui se rejoignent. Anouar, alors je vais vous laisser répondre à cette question aussi. Alors vous, peut-être, vous pouvez nous expliquer, mais vous êtes justement, Ibrand est justement un bureau d'enregistrement, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc, Ibrand est un bureau d'enregistrement orienté grand compte. Donc, nous gérons les noms de domaine, les portefeuilles clients de noms de domaine. Et nous sommes l'intermédiaire entre les clients et les bureaux d'enregistrement comme la FNIC ou VeriSign, par exemple, pour le .com ou le .fr. Et donc, moi, je vais essayer de répondre à ces questions sous l'angle de l'utilisateur et en tant que bureau d'enregistrement. Donc, le type d'attaque que nous pouvons constater, elles ont 4 catégories de mon côté. Donc, Stéphane a déjà annoncé le DDoS. Donc, le déni de service, c'est quelque chose que l'on constate en tant que fournisseur DNS. Donc, en tant que fournisseur DNS, les clients se faisant attaquer sur le name server, nous recevons le trafic. Donc, ça, c'est la première type d'attaque, c'est-à-dire essayer de faire tomber le nom de domaine, car le nom de domaine connecte à tout. Donc, si le nom de domaine n'est plus disponible, tous les services liés au nom de domaine vont être indisponibles. Ensuite, il y avait le deuxième point que Stéphane aussi avait mentionné, c'est le hijacking, donc vraiment le détournement. Et en tant que bureau d'enregistrement, c'est ce qu'on constate le plus et ce qui est le plus risqué pour nos clients, c'est quelqu'un essayant d'accéder au compte du bureau d'enregistrement, c'est-à-dire prendre le contrôle du nom de domaine ou prendre le contrôle des DNS pour pouvoir détourner le trafic, détourner son utilisation. En termes de détournement, on a plusieurs détournements. On a des détournements au niveau du nom de domaine, au niveau des zones et au niveau même des sous-domaines, quand ceux-ci pointent vers du cloud, par exemple, pour du subdomain takeover. Le nom de subdomain takeover, c'est-à-dire les anciens enregistrements DNS qui restent dans des zones qui ne sont plus utilisées, mais l'IP va être réattribué dans certains clouds. Donc ça, c'est tout ce qui tombe sous la coupe du hijacking et du détournement. Et c'est le plus grand risque en termes de bureau d'enregistrement. C'est là où on essaie de protéger nos clients au maximum. Ensuite, le troisième point, c'est l'usurpation. L'usurpation d'identité, c'est ce que Pascal mentionnait, c'est tout ce qui est typo, cyber squatting, et se faire passer pour le client au niveau de l'infrastructure email aussi. Donc, il y a tout ce qui est phishing et squatting, c'est-à-dire soit bénéficier de la réputation de votre nom pour détourner du trafic. Typiquement, les victimes sont les grandes marques ou les sites connus, mais aussi tout ce qui est, on l'a vu pendant le Covid, tout ce qui est santé et services publics. Et la dernière menace qu'on parle très peu, c'est la menace interne. La menace interne du fait de l'erreur humaine, ce qui peut arriver, une mauvaise configuration, un déploiement d'une mauvaise zone qui fait tomber le DNS, mais aussi l'employé, le bad liver, l'employé qui part en colère de la société, ou le freelancer que vous n'avez pas payé. Donc là, on a aussi un risque à qui vous donnez le contrôle de votre nom de domaine. Il y a souvent cette impression que le nom de domaine est devenu une commodité, donc on l'achète avec son hosting, on l'achète avec son blog, mais on n'a pas cette sensation il faut protéger notre nom de domaine.
Et les derniers cas que l'on a pu constater, c'est le nom de domaine est dans le compte du freelancer qui a développé le site web. Le nom de domaine n'est pas sous notre contrôle. Ou bien, telle personne qui est un stagiaire avait accès au compte directement et ce stagiaire n'a pas été payé pour sa mission. Ce genre d'attaque. Donc, oui, ces attaques ne sont pas nouvelles. C'est le risque d'avoir un objet de valeur qui attire les convoitises. Et le nom de domaine est un objet critique dans l'infrastructure. Merci beaucoup, Anouar. Donc, on retiendra qu'il ne faut pas oublier de payer ses sous-traitants et ses freelances et ses stagiaires pour mieux sécuriser son DNS. Mais alors, toutes ces attaques que vous venez de nous citer, là, quel risque concret ça fait peser sur une entreprise en termes à la fois de confidentialité, d'intégrité, de disponibilité des assets d'une entreprise, en fait? Oui, donc, si vous perdez le contrôle de vos noms de domaine, c'est-à-dire que si quelqu'un arrive à détourner vos noms de domaine, vous perdez déjà en termes de confidentialité parce que celui qui contrôle le DNS, comme l'a bien dit Stéphane, contrôle là où le trafic va être envoyé. Donc, ce sont même des attaques qui ne sont pas visibles en termes de, si je détourne le trafic, je peux être l'intermédiaire du contenu. Je peux émettre des certificats SSL. Donc, je peux me mettre en intermédiaire et rediriger le trafic et lire tous les emails, lire tout le contenu du site. Donc ça, c'est la partie confidentialité. Mais vous perdez aussi en intégrité parce que vous ne savez pas ce qui est déployé sur vos zones et vous perdez en termes de disponibilité si votre nom de domaine est impacté. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le nom de domaine, ce n'est pas que le site web. On a cité précédemment les emails, les sites de e-commerce, les différents outils qui sont au sein du même nom de domaine. Et ce que l'on a pu voir aussi avec le confinement et le Covid, c'est que les sociétés déploient de plus en plus d'outils de communication. Donc, vous allez avoir les VPN connectés avec votre nom. Souvent, vous allez avoir VPN.nom de société. Vous allez avoir les serveurs de messagerie instantanée. Vous allez avoir des single sign-on, si vous avez des authentifications centralisées qui sont sur votre même nom de domaine. Et donc, ça a un impact, et cet impact est de plus en plus grand. Et donc, si vous ne protégez pas bien ce nom de domaine, vous avez un risque qui est de plus en plus grand en termes de surface d'attaque. Et donc, même dans la gestion de cette surface d'attaque, vous avez des manières de mitiger le risque, mais cette surface d'attaque est due au fait qu'on est de plus en plus connecté. Et même les malwares sont connectés au DNS, comme disait... Oui. Merci beaucoup, Anouar. Est-ce que, Nicolas, aussi, je vous voyais acquiescer encore, est-ce que vous faites les mêmes observations? Le sujet de la disponibilité, c'est quelque chose de majeur. On a pu l'observer également sur des systèmes internes. J'ai en tête un OIV qui a été infecté et dont l'action sur objectif du malware a été d'attaquer les systèmes DNS centraux. Donc, ce n'est pas simplement la présence publique, c'est également en interne les DNS. Et c'était une entité, une organisation globale avec plusieurs entités, plusieurs sociétés qui étaient issues de fusion et acquisition. Et l'impact, ça a été de rendre impossible toute communication inter-entité pendant plus de 24 heures. Donc, il n'y a pas simplement la présence publique, les systèmes internes peuvent être également attaqués. Et le durcissement de ces DNS centraux, c'est un sujet qui est récurrent chez nos clients, justement, de type OIV. Les autres sujets sont effectivement ceux de l'intégrité, de la confidentialité. On a vu un certain nombre de ransomware qui vont justement, une fois l'acquisition du bon niveau de permission, l'accès au système de fichiers sur une plateforme infectée, vont contacter le command and control pour justement se mettre d'accord sur les clés de chiffrement. Parce qu'on n'y pense pas beaucoup, mais quand un attaquant propose ensuite de déchiffrer, c'est qu'il a conservé les clés. Et donc, il y a déjà eu une communication préalable. Et donc, cette communication préalable, souvent, elle commence par une communication DNS. Donc, on a un impact directement sur l'intégrité et la confidentialité, étant donné les attaques qui sont maintenant pas simplement sur le fait de chiffrer les données, mais également de menacer de les diffuser. Donc, c'est l'intégrité et la confidentialité qui sont compromises maintenant, parce qu'effectivement, la communication du malware a pu utiliser DNS initialement. Et alors, est-ce que toutes ces attaques dont vous nous parlez, là, ces
qui donc prennent plusieurs formes et qui peuvent avoir des conséquences variées et potentiellement très sérieuses. Est-ce que, pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, est-ce que ces attaques sont susceptibles de faire tomber Internet? On parle beaucoup du DNS comme étant voilà, les derniers renforts avant de faire tomber Internet. Qu'en est-il en fait? Si je peux. Allez-y. Bon, d'abord, il faut un peu se méfier de certaines présentations sensationnalistes. Il y a 2 semaines, quand il y a eu la panne du CDN Fastly, on a encore eu les titres sur la moitié de l'Internet est tombée, voire tout l'Internet, panne majeure affectant l'Internet. La réalité, c'est que ça a affecté quelques sites web, connus. Enfin, l'écrasante majorité des activités Internet a continué comme si de rien n'était. Donc, dans l'ensemble, le DNS étant décentralisé, des attaques réussies sont à la fois très fréquentes et en même temps n'affectent pas le DNS dans son ensemble. Il y a quelques mois, le registre du .lk Sri Lanka s'est fait pirater avec des noms de domaine changés et dirigeant vers l'adresse IP d'un serveur web qui présentait un message politique. C'est relativement rare qu'un domaine de premier niveau soit piraté avec succès. Ça n'a affecté que... Alors, pour les gens au Sri Lanka, c'était très embêtant, mais le reste du monde ne s'en est même pas aperçu. Donc, de même, quand un résolveur est attaqué, c'est très embêtant pour les clients de ce résolveur. Il y a eu une attaque par déni de service relativement réussie contre le résolveur public Quad 9 il y a quelques semaines. Pour les utilisateurs de Quad 9, c'était certainement très embêtant, ils ne pouvaient plus rien faire, mais là encore, les autres ne s'en apercevaient pas. Donc, faire tomber ponctuellement une partie d'une DNS, soit côté serveur faisant autorité, soit côté résolveur, c'est possible et ça arrive malheureusement relativement fréquemment. Mais c'est à chaque fois une petite partie du DNS. Pour planter le DNS entier, et donc de facto tout l'Internet, pratiquement, il faudrait mettre hors d'état de fonctionnement la racine et pendant une durée assez longue parce que les résolveurs ont une mémoire qui fait que ça les protège. Par exemple, tous les résolveurs de la planète connaissent très vite les serveurs de nom de .com, .fr, etc. Donc une panne de la racine ne les affecterait pas immédiatement. Donc il y a eu déjà des attaques par déni de service contre la racine. Elles ont toujours échoué. Je ne veux pas prédire le futur, parce qu'en matière de sécurité, c'est toujours imprudent de dire non, ça n'arrivera jamais, il n'y aura jamais de problème, on est parfaitement protégé. Mais pour l'instant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la racine est très bien gérée et très bien protégée, et que c'est fait par des gens professionnels. Et tant que ça continue comme ça, l'attaquant aura la partie difficile. J'en profite d'ailleurs pour dire que le projet de directive NIS 2, qui est actuellement en cours de discussion, a une approche extrêmement erronée sur la gestion de la racine, puisqu'il identifie correctement la racine du DNS comme une ressource critique, mais ensuite les seules solutions proposées sont des solutions bureaucratiques en termes de processus, davantage de paperasserie, davantage d'audits, comme si la racine n'était pas déjà correctement gérée par des gens qui savent ce qu'ils font et qui travaillent en communauté, ils travaillent avec d'autres personnes qui ne sont pas juste tout seuls dans leur coin. Donc proposer de rajouter des procédures bureaucratiques, c'est l'exact contraire de ce qu'il faut faire, et j'espère que le NIS 2 sera amendé là-dessus. Oui, et puis on parlera aussi tout à l'heure avec Nicolas et Anouar des solutions autres que bureaucratiques et donc on espère plus efficaces pour protéger le DNS. Alors bon, tout ce que vous venez de nous dire, finalement, c'est plutôt rassurant quant à la résilience du protocole Internet. Hein, Nicolas, c'est quelque chose qu'on avait évoqué ensemble. Finalement, c'est plutôt rassurant tout ça. Oui, absolument. Mais toute la partie justement racine, premier niveau, on a une forte résilience, on a une architecture qui est optimale, on a un protocole qui est très mature, qui est très éprouvé, comme le disait Stéphane à l'instant. Du côté des organisations et dans leur accès à cette infrastructure très éprouvée, il faut effectivement mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques pour pouvoir tirer parti de cette résilience, parce que ce n'est pas toujours le cas et le risque peut du coup être du côté des organisations. Oui, ça, effectivement, on parlera aussi tout à l'heure des bonnes pratiques. Mais Anouar, on avait aussi évoqué ensemble, je crois, le fait que finalement, il y a aussi des risques sur Internet et sur le DNS qui ne sont pas juste d'ordre technique, mais aussi industriels, économiques, commerciaux, qui tiennent plutôt au marché en lui-même. Oui, tout à fait.
comme Stéphane le mentionnait, c'est la solidité ou la résilience du DNS est basée sur le fait qu'on a des divers fournisseurs, on a divers niveaux de DNS qui permettent de ne pas avoir un single point of failure, un point unique de faille. Et ce que l'on constate, Fastly ou les différentes pannes que l'on a vues et qui ont fait sensation dans les news, c'est qu'on a une condensation des services au sein de même fournisseur. Et avec l'avènement du cloud, tout le monde veut bénéficier de l'élasticité des services des hyperscalers, de Google, de fournisseurs géants qui permettent qui vous vendent la disponibilité, mais l'indisponibilité de ces services va faire que visiblement, la majorité des sites vont être atteints. La même chose quand il y a eu des attaques, quand il y a eu la configuration BGP qui a mal tourné et que les routeurs sont tombés, c'est parce que la majorité des routeurs ont le même logiciel. Quand il y a des attaques qui impactent beaucoup de DNS, c'est que nous n'avons pas assez de diversité dans les logiciels DNS. Et c'est ce regroupement et cette consolidation des services qui fait que c'est visible pour le client final. L'utilisation du même résolveur. Donc, tout le monde va utiliser le même résolveur 8.8.8 et c'est très bien, c'est disponible, mais si 8.8.8 est indisponible, vous n'avez plus de résolution en local. Donc là, c'est vraiment, est-ce que l'on met tous nos œufs dans le même panier? Et là, il y a un vrai point à réfléchir. Et c'est là où les bonnes pratiques font qu'il va falloir réfléchir sur notre disponibilité par rapport à ce point. Merci beaucoup, Anouar. Est-ce que, Pascal, avec l'approche et la vision un peu plus globale d'un CERT, est-ce que vous faites les mêmes constats à la fois sur les… On a parlé un petit peu tout à l'heure de l'impact que pouvaient avoir certaines attaques sur une organisation et plus largement sur le fonctionnement d'Internet, mais finalement aussi sur le fait que le risque qu'Internet tombe complètement est limité. Est-ce que vous faites le même constat de votre côté? Alors, oui, le risque qu'Internet tombe complètement, allez, je pense que le plus grand risque, c'est que quelqu'un s'est trompé quelque part. Parce que ni, je dirais nous, ni les criminels veulent qu'Internet tombe. Parce que tous les deux, on l'utilise pour faire notre business, notre activité. Et les criminels aussi, ça, on le voit très, très, très clairement. Depuis plusieurs années déjà, c'est que le nombre d'attaques, le nombre d'activités criminelles, pas uniquement techniques au sens cyber, mais aussi tout plein d'autres activités criminelles plus classiques, je veux dire vente d'armes, drogue et tout ça, une grande majorité migre ou est déjà passé vers des infrastructures Internet. Donc, ils n'ont pas d'intérêt que Internet en tant que tel tombe. Il peut arriver qu'il y a à un moment donné l'un ou l'autre qui veut le faire et qui essaye. Il y a eu des cas comme ça, mais je pense que le risque est assez faible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper et il ne faut pas continuer dans la démarche dans laquelle on est pour avoir cette philosophie d'Internet qui est donc décentralisée, qui se repose sur plusieurs, je veux dire, une infrastructure pas hétérogène, mais en tout cas décentralisée comme le DNS est. Donc, tous ces concepts de base d'Internet, de continuer comme ça et d'essayer d'éviter d'arriver dans la situation dont Anouar parlait, dire que, voilà, que tout le monde se repose sur le même résolveur, donc 888, ou que tout le monde va mettre ses ressources dans la même infrastructure cloud, ou avec une attaque réussie, certes, qui doit être correcte, parce que généralement, il y a des entreprises quand même assez énormes derrière. Mais s'ils arrivent à faire tomber Amazon.com ou AWS, je dirais qu'il y a un grand nombre d'entreprises qui auront un souci, en tout cas temporairement. Donc, je pense que ça c'est un peu vraiment les constats que nous avons.
sur un niveau un peu plus, je dirais, petite entreprise, PME ou des situations un peu plus classiques, on voit aussi des types d'attaques sur le DNS, mais pas vraiment directement sur le DNS, moins technique. Mais régulièrement, on a des entreprises qui nous contactent parce qu'ils ont reçu parce qu'ils ont été contactés par des bureaux d'avocats ou des bureaux divers, que leur nom de DNS était expiré et qu'il fallait repayer, etc., etc. Ils sont dit, tiens, c'est bizarre, je n'ai pas du tout acheté mon DNS à ce niveau-là. Donc là aussi, on voit finalement des attaques pas du tout techniques pour essayer de détourner, pour essayer d'atteindre l'image finalement, l'image de marque finalement des entreprises. Parce que nous, on voit beaucoup quand même le DNS comme quelque chose vraiment lié à l'image de marque, à la marque finalement de l'entreprise. Et c'est quand on regarde les grands comptes, c'est quand même souvent comme ça que c'est vu. Et c'est pour ça que c'est c'est important qu'il y a des entreprises comme Infoblox, comme eBrand, etc., qui justement ont cette vue aussi d'accompagner l'image de marque tout en assurant aussi la protection sur la partie technique. Parce que ça, c'est quelque chose qui est aussi un élément un aspect de sécurité, finalement, qui est souvent oublié, qui n'est pas technique, mais qui peut avoir un impact à long terme, surtout sur les entreprises. Et là, toutes les techniques d'attaque peuvent être liées à ça. Si un nom de domaine ou un site tombe pour un certain temps, ça peut avoir une mauvaise réputation. Donc, ça, c'est des choses qu'on identifie également au niveau des différents cas qu'on a vus les années passées. Merci beaucoup, Pascal. En effet, on voit bien qu'on reprend cette idée que les risques sont multiples. Et on avait effectivement pas tellement évoqué, ou en tout cas en filigrane, cette question de la marque et de la réputation, de la visibilité d'une entreprise ou d'une organisation, et avec toutes les conséquences en termes de business, évidemment, que ça peut représenter, mais plus largement sur le fonctionnement d'une organisation. Et Stéphane, il me semble qu'on avait aussi évoqué les enjeux politiques que pouvait avoir une mauvaise une utilisation à des fins malveillantes du DNS. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Je crois que votre micro n'est pas activé. Absolument. Il y a des tas d'enjeux politiques, utilisation malveillante ou pas. J'avais cité par exemple le fait que .com, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, n'a pas un statut international. Il est géré par une entreprise aux États-Unis qui suit les lois des États-Unis. VeriSign, le registre, l'avait rappelé dans un communiqué récent qu'il opérait .com sur la base d'un contrat avec le gouvernement des États-Unis. On peut aussi citer, il y a quelques semaines, l'exemple des domaines iraniens dans .net. Le gouvernement iranien avait réservé plusieurs domaines dans .net, un autre registre, un autre domaine de premier niveau contrôlé par VeriSign, et que ces domaines ont été détournés par le gouvernement US, puisque .net, c'est un registre aux États-Unis, ça suit les lois des États-Unis, ça suit la politique des États-Unis. Quoi qu'on pense du gouvernement iranien et de sa politique, et personnellement j'en pense beaucoup de mal, ça illustre le fait que les noms de domaine ne planent pas dans une sorte de cloud éthéré échappant aux lois nationales. Tout domaine a un registre qui est une organisation réelle, installée dans un pays réel, et qui suit les lois de ce pays. Et ça, c'est quelque chose que les gens oublient souvent. On voit, quand je vois une collectivité locale française, par exemple, qui fait une annonce et qui met comme nom de domaine un truc en bit.ly, LY, donc le domaine national libyen, donc dépendant des lois de ce pays, c'est qui est intéressant, le concept de loi en Libye. Je me dis qu'il y a des problèmes de culture, y compris au sein donc des collectivités locales ou des services publics. De la même chose pour l'utilisation des résolveurs publics. Effectivement, comme l'avait cité Anouar, 8888 a une part de marché et une part d'esprit considérable. Vous regardez sur les forums en ligne,
par exemple sur ceux des joueurs de jeux vidéo, dès que quelqu'un parle d'un problème technique, quel qu'il soit, la réponse est toujours utilise 8888 comme DNS et ça marchera. Et ça illustre que en fait, la force de Google, c'est d'avoir réussi à transformer tant d'utilisateurs en commerciaux bénévoles qui répètent le message sans cesse qu'il faut utiliser 8888. Et effectivement, ça amène une concentration vers des résolveurs publics qui sont quasiment tous verrés aux États-Unis. Ah non, Yandex a un résolveur DNS public. Donc, si au lieu de confier vos données privées à la NSA, vous voulez les confier au FSB, vous pouvez utiliser le résolveur public de Yandex. Ça, c'est un point important. Et en France, très souvent, on parle de souveraineté, beaucoup, au FIC ou à d'autres endroits, mais souvent, après en avoir parlé, on prend des décisions qui vont au sens exactement contraire. Une des raisons qui font que beaucoup de gens migrent vers ces résolveurs publics, c'est par exemple la censure de noms de domaine comme Sci-Hub, l'archive d'articles scientifiques qui est censurée par les résolveurs des principaux fournisseurs d'accès Internet en France. Donc, les utilisateurs migrent vers des résolveurs publics. Donc, à chaque fois qu'on rajoute un nom à la liste de censure en France, on encourage les gens à migrer vers des résolveurs publics, quasiment tous contrôlés aux États-Unis. Donc, on a là effectivement des choix politiques qui vont en sens contraire du discours officiellement tenu. Donc ça illustre un fait bien connu au FIC et bien connu des gens qui suivent les petits déjeuners du FIC, à savoir que l'Internet ne plane pas loin de la géopolitique. Tous les acteurs de l'Internet, ces acteurs dont on parlait, les registres, les bureaux d'enregistrement, les opérateurs de résolveurs, ont tous un ancrage dans le monde et ont tous une nationalité et donc doivent obéir aux lois ou à la politique de leur pays. Donc, ce n'est pas innocent d'utiliser effectivement un résolveur public états-unien plutôt qu'un autre pays. Merci beaucoup, Stéphane. Alors, justement, peut-être, Anouar, vous pourriez répondre à ça. Qu'est-ce qui pousse, par exemple, une collectivité locale française à avoir un nom de domaine en .libi? Le marketing, je dirais. Il y a beaucoup de... il y a premièrement la disponibilité. Donc, quand on veut un nom de domaine, c'est qu'on veut une visibilité sur Internet. Donc, le choix du nom de domaine est important en termes de présence et vraiment assez un point marketing. Mais la disponibilité n'est pas forcément c'est pas forcément facile d'avoir le nom que l'on veut sur le .com ou sur le .fr. Et souvent, les clients vont se rabattre sur du .io, sur du .ly, pour faire sonner un mot en anglais avec le ly, c'est sympa. D'utiliser le .es pour faire un mot au pluriel, c'est utilisé. Donc, il y a une utilisation marketing de l'extension, mais aussi la disponibilité. Ça, c'est la partie visuelle du nom de domaine. Mais il y a aussi la protection des marques. Donc, quand on a une marque qui est internationale, on veut protéger sa marque sur toutes les zones géographiques où la société a ses activités. Et souvent, on veut protéger sur toute l'Europe, sur le continent américain et d'autres. Mais le choix, quand on est une société française, de prendre un TLD, une extension autre, c'est souvent soit visuel, soit marketing. Merci pour ces petites précisions. Pascal, je crois que vous vouliez réagir. Oui, je voulais juste rajouter à ça qu'il y a, comme je pense tout le monde le sait aussi, maintenant la possibilité de faire des points n'importe quoi. Donc, de créer son propre TLD finalement et on voit apparaître des points, toutes les possibilités qu'on peut imaginer. Et là aussi, je pense qu'il y a la dimension justement marketing qui est a l'air d'être plus important, être mise en avant de manière plus importante que vraiment derrière les besoins techniques ou de sécurité, parce que voilà, finalement, on ne sait plus il est où finalement, parce il est lié à quelle législation finalement mon domaine dans ce cas-là, avec les points lettres, les deux lettres d'un pays, on peut encore l'identifier, bien que c'est
souvent pas fait. Et avec les points autre chose, voilà, on retrouve cette centralisation chez des grands comptes sur toutes ces aspects de DNS. Un autre peut-être un petit clin d'œil par rapport à l'illustration des collectivités locales en France. Au Luxembourg, les règles donc, pour le point ALU qui sont donc, nationales, il est spécifié que justement le nom de domaine d'une commune ou d'une ville ou d'une municipalité au Luxembourg, on a uniquement la ville ou la municipalité a le droit de l'acheter. Donc, pour éviter ce phénomène que la commune, la localité, la municipalité ne trouve plus son nom de domaine sur Internet. Donc, il y a une règle spécifique nationale qui dit que uniquement eux peuvent acheter ce nom. C'est parfois des petites choses comme ça qui permettent d'avoir un effet éventuellement plus important qu'on aurait cru en amont. Merci Pascal, et ça me permet de faire une transition en fluidité vers la prochaine série de questions qu'on va se poser, parce que finalement, on a beaucoup parlé des risques, des dangers, des conséquences désastreuses que tout ça pouvait avoir. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des solutions pour, sinon éviter, en tout cas mitiguer les risques. Et peut-être que je vais commencer par vous, Nicolas. Quelles sont les solutions techniques pour se prémunir, pour se protéger? Qu'est-ce que vous conseillez de faire à vos clients, par exemple? Il y a déjà des vrais sujets en termes d'architecture. Stéphane reparlait tout à l'heure de l'attaque Dyn, qui à l'époque avait plus de 5% de tous les noms de domaine hébergés sur Internet. Et donc, on voit que même un très gros acteur peut être attaqué. Et quand on pense à la présence publique, notre recommandation, c'est d'être sur une architecture qui soit hybride, c'est-à-dire utiliser effectivement un prestataire de service qui va mutualiser, avoir une présence globale, des capacités en termes de bande passante considérables. Et puis, peut-être même qu'un seul serveur hébergé en propre, de façon à pouvoir continuer à assurer la présence de votre marque, de votre organisation sur Internet, même si cette organisation est attaquée. Et à l'inverse, si vous êtes ciblé au niveau de vos liens, la partie publique mutualisée sera capable de continuer à gérer l'activité. Donc ça, c'est pour la partie service public. Il y a la question de l'autorité. Et là-dessus, on évoquait tout à l'heure un freelance, un stagiaire, quelqu'un qui ne serait pas ravi de ce qui se passe. Notre recommandation, c'est de gérer cette autorité en interne, et ce, avec des authentifications qui soient intégrées avec les annuaires internes, de façon à ce qu'un prestataire dont le service est terminé ait son compte désactivé et qu'il n'ait plus accès justement à cette partie autorité. Donc ça, c'est sur la présence publique. Et puis, il y a également un gros sujet sur les services internes, autant sur l'autorité interne que les services sortants. Et là-dessus, notre recommandation, c'est de concevoir des architectures qui soient hautement résilientes, très standardisées, de façon à ce que uniquement les serveurs qui ont été référencés, validés, aient la capacité à sortir en termes de DNS vers Internet. On a vu malheureusement des organisations où tout le monde pouvait sortir en termes de DNS directement, sans avoir les politiques de sécurité de l'entreprise qui soient appliquées. On voit également, et c'est un sujet que j'ai vu au niveau des questions, des services DNS over TLS ou over HTTPS qui sont très intéressants pour un particulier, pour pouvoir accéder sans censure à des ressources sur Internet. Pour une organisation, c'est une perte de souveraineté parce que c'est une perte de capacité à venir bloquer des noms de domaine dont on sait qu'ils sont malveillants. On peut reprendre SolarWinds, l'attaque. Toutes les entreprises aujourd'hui veulent bloquer les noms de domaine associés, les avsvmcloud.com. On veut voir l'activité là-dessus, on veut pouvoir retrouver qui étaient les patients zéro. C'est quelque chose sur lequel une organisation a tout intérêt à garder la visibilité. Donc, le blocage de ces services DNS over TLS, over HTTPS, c'est des choses sur lesquelles il existe des moyens de blocage et qu'on recommande de mettre en place. Et puis, sur tout le trafic DNS sortant, on recommande de regarder les noms de domaine, les IP répondus, leur réputation, leur comportement. On n'a pas parlé de ça, mais
On a également beaucoup de sujets d'exfiltration de données sur DNS, d'échange de communication sur DNS. C'est quelque chose qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, mais qu'on voit renforcer sur les dernières générations de malware. Et puis, il y a également le sujet de la nouveauté. Un nom de domaine, et on l'a vu tout à l'heure, lorsque Pascal parlait de tous les noms de domaine qui ont été déclarés avec Covid, avec 19 dedans, on voit a posteriori, après plusieurs semaines, que les noms de domaine nouvellement déclarés sont dans leur majorité pas bons. C'est-à-dire qu'ils sont utilisés avant d'acquérir une mauvaise réputation, justement par des attaquants. Et on se rend compte que bloquer pendant 72 heures un nouveau nom de domaine a des effets de bord beaucoup moins importants que le bénéfice en termes de sécurité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des nouveaux noms de domaine qui sont rajoutés pour des services qui vont permettre d'accroître leur charge avec des nouveaux noms de domaine. Je pense à des services chez Microsoft, notamment tout ce qui est Office 365, tout ce qui est Skype. Régulièrement, ils ajoutent de nouveaux noms de domaine. Les anciens existent toujours, ont toujours la capacité de servir, mais pour accroître horizontalement leur capacité, de nouveaux noms de domaine ajoutés. Mais bloquer ces noms de domaine-là, le temps qu'ils acquièrent une réputation, a un impact extrêmement positif pour nos clients qui ont décidé de le faire. Et on peut facilement reprendre une semaine de trafic, regarder tout ce qu'on a bloqué par rapport au nouveau nom de domaine, regarder la réputation au bout d'une semaine et se dire, effectivement, on a bloqué un nombre de menaces tout à fait considérable par rapport aux effets de bord potentiels qui, eux, sont très limités sur nos clients qui décident de le faire. Merci beaucoup, Nicolas. Est-ce que, Anouar, de votre côté, quel type de solution technique vous préconisez? Oui, en termes de solutions, c'est vraiment d'abord d'avoir une approche risque par rapport au nom de domaine et au DNS. C'est important d'analyser vos risques pour voir qu'est-ce que vous allez appliquer comme solution. Donc, les risques que j'ai mentionnés en tant que bureau d'enregistrement qui représentent nos clients, on a le détournement, donc le hijacking. Donc, faites très attention à la protection de vos comptes. Donc, la gestion des mots de passe, l'utilisation de multiples facteurs, la limitation par IP, le choix de votre bureau d'enregistrement est important. Si vous avez une approche sécurité, si vous êtes ISO 27001, faites en sorte que votre fournisseur ait une approche sécurité, qu'il soit ou pas certifié, mais vous avez le droit, en tant que client, de demander quelles sont les approches de sécurité de votre bureau d'enregistrement. Parce que c'est la protection, le premier niveau de protection de votre nom de domaine. Ensuite, on a parlé des attaques de disponibilité, donc le DDoS, etc. Donc moi, je suggérais que pour les serveurs faisant autorité, donc les serveurs autoritatifs, on entend souvent le terme un peu bancal, mais c'est de l'héberger chez un expert du DNS. Donc, pour qu'il travaille sur comme disait Nicolas, c'est travailler sur le réseau, la disponibilité, faire en sorte que vous ayez le meilleur service possible. Tout de même, en termes de résolveur, je suggérais, si vous avez les capacités de le faire en interne, d'avoir votre propre résolveur. Parce qu'on n'a pas parlé de DNSSEC précédemment, mais une des attaques qui est faite sur le DNS, c'est des attaques qui touchent l'intégrité des réponses. Et le DNSSEC répond à ce problème en mettant en place un système de chain of trust, une chaîne je perds mes mots en français, une chaîne de vérification qui permet de valider que la réponse vient bien du serveur autoritatif. Ensuite, c'est la partie usurpation. La partie usurpation, atteinte, vol des noms de domaine. Là, il va falloir avoir une approche spécifique pour vos noms de domaine stratégiques. Quand votre nom gère votre site principal qui a la majorité de votre trafic, quand votre nom gère les adresses email de votre société, ce nom de domaine vous allez devoir apporter une couche en plus de sécurité pour ce nom de domaine spécifiquement. Donc, je pense à ce niveau-là au verrou niveau registre. Donc, il y a des verrous, pas sur tous les TLD, donc le choix de l'extension est aussi important. Pas tous les registres proposent ce type de verrou, mais c'est important de penser à ça. Il y a des verrous de type, des verrous de transfert. Évitez que votre domaine
puisse être transféré à un tiers et que quelqu'un essaie de deviner son code d'autorisation. Il y a aussi des erreurs au niveau de la protection du nom de domaine, c'est penser à renouveler votre nom de domaine. On pense à ça, mais souvent, on a eu des cas où c'était la panique dans toute l'IT, notre infrastructure est tombée, etc. Et c'est simplement le nom de domaine qui a expiré. On parlait tout à l'heure des choix de l'extension. Les chartes de nommage des extensions, donc le .fr a une charte spécifique, le .com en a une autre. Ces chartes insistent sur certains points juridiques ou de configuration. Et par exemple, si vos contacts ne sont plus valides, si on n'est pas capable de vous contacter avec les informations que vous avez utilisées lors de votre enregistrement, votre nom de domaine est à risque. On peut suspendre le nom de domaine. Donc tout ça, ça fait partie des petites règles qui ne sont pas très compliquées, mais qu'il faut garder en tête quand on sécurise son nom de domaine. Donc, les noms de domaine stratégiques, on doit avoir un aspect une approche plus rigoureuse. Ensuite, nous avions les attaques internes ou les attaques externes. Pour ça, je préconise de mettre la gestion de changement, donc le change management, et essayer de séparer les responsabilités si possible, parce que souvent il y a des fonctionnalités qui permettent de dire tout changement doit être revu par un pair. Donc la responsabilité n'est pas sur une seule personne. Ça vous permet de revoir les changements, mais aussi peut-être d'historiser tous les changements. Donc vous êtes capable d'auditer et revenir en arrière en cas de besoin. Et le dernier point pour moi, ce sera la surveillance. On parlait auparavant des noms de domaine qui sont enregistrés en squatting et proches de la marque du client. Mettez en place des surveillances. Surveillez votre propre nom de domaine pour savoir s'ils sont toujours actifs et bien configurés, mais surveillez aussi votre périmètre. Enregistrez peut-être les noms de domaine qui sont à risque d'être trop proches de votre marque, mais maintenez aussi une vue sur tous ces enregistrements. L'expiration d'un nom de domaine peut avoir un risque. Donc vous avez une campagne marketing sur votre nouveau produit, achetez mon nouveau produit.fr. Cette campagne se termine. Qu'est-ce que vous faites de ce nom de domaine? S'il y avait des emails, s'il y avait des sites, quelqu'un qui réenregistre son nom de domaine après cette campagne peut rediriger le trafic, peut récupérer et émettre des noms. Donc, ne gardez pas tous vos noms de domaine, mais analysez chaque cas. Il y a vraiment une approche risque à avoir sur le nom de domaine, car c'est votre asset critique de votre présence. Le suivi des noms de domaine, c'est effectivement quelque chose qu'on voit beaucoup aussi. Effectivement, on a tous nos clients qui enregistrent beaucoup de noms de domaine par rapport à ceux qui considèrent un risque. Et on a une tendance aussi, c'est qu'on est capable de regarder tous les nouveaux noms de domaine nouvellement enregistrés et ceux sur lesquels il y a une activité pour la première fois. Il y a des partenariats avec Serbol et Farsight qui regardent effectivement l'enregistrement et l'utilisation, l'interrogation de nom de domaine pour la première fois. Et là-dessus, on est capable pour nos clients de regarder l'usage de leur nom dans des noms de domaine, effectivement une sous-partie du nom, ou justement l'utilisation d'alphabets non latins pour avoir des noms de domaine qui sont proches, de façon à ce qu'ils soient alertés de nouveaux noms de domaine et qu'ils puissent réagir là-dessus, aller demander la récupération du nom de domaine. Et c'est effectivement une tendance qu'on voit notamment sur tous ceux qui ont une présence Internet par rapport à leur activité, que ce soit en milieu bancaire, que ce soit de la vente en ligne. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, Stéphane, on parlait tout à l'heure de ces mesures bureaucratiques totalement inefficaces. Quelle est votre approche de toutes les mesures techniques et finalement aussi un petit peu organisationnelles qui viennent d'être mentionnées? On a aussi parlé tout à l'heure de la nécessité de décentraliser un petit peu tout ça. Quelle est votre approche de ce point de vue-là? Bon, je suis largement d'accord avec, par exemple, ce qu'a raconté Anouar dans l'importance d'une gestion rigoureuse des noms.
Quand je vois effectivement des entreprises dont le business dépend d'un nom de domaine et à l'intérieur de l'entreprise, personne ne sait trop qui est responsable, qui doit le renouveler, qui doit s'en occuper. Un bon test que je fais lors des audits, c'est déjà de demander combien de personnes connaissent le mot de passe de l'entreprise auprès du bureau d'enregistrement des noms de domaine. En général, la réponse c'est on ne sait pas, ce qui donne déjà une idée du problème. En fait, la plupart des conseils qu'on donnait à Noir sont excellents, mais ne sont même pas tellement spécifiques au nom de domaine, qu'il faut être vigilant, qu'il faut superviser, qu'il faut éviter les points de défaillance uniques. Tout ça, on est dans un cas qui est fréquent en sécurité, c'est-à-dire que tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais personne ne le fait. Donc, il faut plutôt répéter. Il faut répéter. En fait, je pense que le problème est plus grave pour les noms de domaine parce qu'il y a souvent un manque de perception de leur caractère critique. Le mot de passe sur un post-it affiché que tout le monde peut voir, on sait que ce n'est pas bien. Dans des tas de secteurs, c'est connu. Mais pour la gestion des noms de domaine, ça se voit encore. De même, la gestion des noms de domaine faite par des gens qui n'ont pas été formés aux problèmes de sécurité informatique, c'est fréquent. Dans la plupart des organisations, les noms de domaine sont gérés non pas par un service opérationnel comme la DSI, mais par le service juridique, par analogie maladroite avec les marques, ou par le service communication, parce que ça sert à la communication. Et ces services, souvent, n'ont pas de culture de sécurité, n'ont pas été formés à ça. Quand on explique, par exemple, quelque chose d'aussi simple que l'ingénierie sociale, en général, les gens en face, ils ne savaient même pas que ça existait, et ils ont souvent une attitude de déni. Non, mais moi, je ne suis pas idiot, je ne vais pas donner le mot de passe à quelqu'un que je ne connais pas au téléphone. Eh ben, comme on le sait tous, l'ingénierie sociale, ça marche. Et donc, il y a tout un travail qui n'est pas nouveau, pas spécifique au nom de domaine, pas original, mais qui n'a pas été fait dans le cadre des noms de domaine. Sinon, pour rajouter à tous les excellents conseils qui ont été donnés, je reviendrai sur l'importance d'éviter les points de défaillance uniques. C'est très frappant de voir une entreprise du CAC 40 qui, pour son serveur web, a plus que 3 machines, a une dizaine de machines dans 3 centres de données différents, super bien gérés, supervisés, etc. Et puis par contre, son nom de domaine, il y a juste 2 serveurs de nom et tous les 2 dans la même armoire, si bien qu'une défaillance électrique, par exemple, arrêtera les 2 en même temps. Et là, tout le monde rigole quand je raconte ça, mais c'est quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui. Ça tend à s'améliorer quand même, mais enfin, on le voit quand même encore aujourd'hui. Donc, et regardez les serveurs faisant autorité de domaines importants. Il est très fréquent, regardez leurs adresses IP, il est très fréquent qu'elles soient très proches, ce qui indique probablement la même localisation physique, ou bien qu'elles soient dans le même AS, dans le même système autonome, c'est la même unité de routage, ce qui fait qu'un problème de routage, une bavure de BGP ou des choses comme ça, va affecter tous les serveurs faisant autorité. Donc vraiment, il faut regarder ces noms de domaine comme d'autres ressources avec cette approche, éviter le point de défaillance unique. Et puis pour ce qui est de l'authentification auprès du bureau d'enregistrement, appliquer les pratiques de sécurité qui sont banales, classiques, mais qui sont souvent négligées quand il s'agit des noms de domaine. Pas de comptes partagés, les comptes individuels de manière à permettre la traçabilité, pas de mot de passe sur les post-it, ça c'est sûr. L'authentification à 2 facteurs qui est contraignante, hein, j'en suis bien conscient, elle pose des tas de problèmes. Mais enfin, aujourd'hui, c'est difficile d'envisager de s'en passer. C'est le genre de précaution donc, qui est banal, mais pour lequel le monde des noms de domaine est souvent en retard. Et puis on a cité, c'était également dans la session de questions-réponses de Zoom, le cas de DNSSEC, Anne-Noire en a parlé. Oui, évidemment, déployer DNSSEC, c'est encore quelque chose qu'on voit fréquemment en sécurité, c'est que tout le monde dit que la sécurité c'est important, tout le monde en parle, on fait des colloques là-dessus, mais quand il faut sortir le portefeuille et allouer des ressources humaines et techniques à la sécurité, là, il n'y a plus personne. Et donc DNSSEC, c'est un bon exemple. Paradoxalement, les noms de domaine personnels sont souvent mieux protégés que les institutionnels par DNSSEC. En France, par exemple, OVH active DNSSEC par défaut pour tous les noms qui sont chez eux. Donc, OVH, c'est grand public, hein, c'est Monsieur Michu. Alors que, par exemple, les établissements financiers, dans .fr, je crois que le seul établissement financier qui a activé DNSSEC, c'est PayPal. Ça donne une idée du retard et du travail qui reste à faire. Et alors justement, ce travail qui reste à faire, il y a un impératif donc aussi de sensibiliser les organisations aux enjeux de sécurité du DNS.
que ce soit géré aussi par les services par les volets sécurité et pas uniquement par le service juridique ou marketing. Pascal, est-ce que vous avez au Luxembourg des campagnes de sensibilisation à l'attention des organisations sur les risques liés au DNS? Alors, on n'a pas de campagne spécifique au DNS, mais je veux dire, l'élément DNS fait généralement partie de toute activité de sensibilisation que nous faisons, notamment sur un des sujets majeurs quand même actuellement, ou un type d'attaque majeur actuellement, qui est le phishing. On n'en a pas encore énormément parlé, mais le phishing se repose finalement sur le DNS. Il utilise quand même beaucoup les noms de DNS, donc la partie marketing, etc. Et aussi, la protection contre le phishing se fait principalement au sein du DNS. On a parlé de DNSSEC, qui est plutôt infrastructurel, mais quand on parle de SPF, des KIM, des marques, toute cette enveloppe d'éléments de protection du DNS se focalise donc quand même principalement sur une protection phishing. Et le phishing étant quand même un type d'attaque qui adresse, je veux dire, monsieur et madame tout le monde, parce que voilà, c'est directement, ça passe par l'email, ça s'adresse directement à des personnes. Je pense que c'est quelque chose qui vraiment est un élément important dans des campagnes de sensibilisation grand public pour parler vraiment de ce phénomène-là. Sinon, un autre aspect que nous sommes en train de regarder actuellement au Luxembourg, un autre domaine, c'est dans l'industrie 4.0, dans l'IoT, où on voit une multitude de nouveaux petits ordinateurs, donc device, qu'on dit en anglais, apparaître, qui tous ont besoin de noms DNS, qui tous ont besoin de communiquer et qui donc utilisent toute une infrastructure-là. Et de nouveau, c'est des choses où il faut considérer tout ce qui a été dit déjà précédemment dans un contexte moins homme-machine, mais machine-machine. Donc, des ordinateurs qui sont, il n'y a pas des personnes derrière. Donc, il faut prévoir encore plus en amont des choses parce qu'il n'y a pas d'acteur derrière qui peut encore activer ou désactiver ou éviter de cliquer quelque part, bien que souvent les gens cliquent, mais sur une requête. Par rapport à la solution, j'aimerais juste rajouter un tout petit élément par rapport à ce que Anouar disait au niveau du problème d'expiration de nos domaines liés par exemple à des contacts qui ne sont plus bons ou à la mauvaise gestion généralement du DNS. Peut-être pour dire pourquoi c'est important pour la sécurité globale d'Internet et pourquoi justement les enregistreurs de noms de domaine portent une importance là-dessus, parce que cette information de qui est en charge de quel domaine, donc qui contacter en cas d'incident avec ce domaine, c'est un élément central d'un travail de CERT, par exemple. Donc, nous, on passe notre temps justement à contacter à essayer de retrouver qui est derrière un certain domaine parce qu'il a été utilisé par un criminel pour faire du phishing, par exemple, parce qu'il a été utilisé pour mettre du malware dessus et le distribue via des campagnes d'email ou via leur site Internet. Donc, c'est important d'avoir un bon contact pour un nom de domaine et pour pouvoir ainsi rapidement résoudre l'incident. Donc, voilà. Donc, un appel à tout le monde de vérifier bien leur contact et de faire en sorte qu'il y a des personnes derrière qui peuvent répondre à des CERT parce que c'est via ce chemin-là que les CERT vont contacter les acteurs. Merci Pascal, le message est bien passé. Anouar, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose aussi.
Oui, on parlait de sécurité du DNS. Donc, il y a la sécurité du DNS, mais via le DNS, vous pouvez aussi appliquer des mesures de sécurité au niveau de vos services. Donc, Pascal a mentionné le SPF, et le DMARC, le DKIM. Il y a beaucoup d'applications de sécurité qui peuvent être appliquées sur le DNS et qui peuvent vous protéger sur des attaques de type de phishing, mais aussi de pouvoir contrôler un peu les flux d'informations qui partent de votre nom de domaine. Donc là, on parle souvent de l'email. Donc là, je les ai mentionnés, SPF, DMARC, DKIM, ou le null-mx, juste simplement pour dire que votre nom de domaine ne reçoit pas d'email. Ça vous permet de limiter votre surface d'attaque au niveau des emails. Mais il est aussi important de gérer et de revoir les informations que vous recevez, les rapports de DMARC, le record DMARC qui vous permettrait de voir quelle est l'utilisation. Mais souvent, je vois le DMARC appliqué, mais juste en policy none, c'est-à-dire que juste à titre informatif, mais pas d'application stricte. Et là, il y a un moyen d'améliorer votre sécurité via le DNS. On peut parler aussi des records de CA, Certificate Authority, pour l'autorisation. Vous pouvez limiter aussi la surface d'attaque de qui peut émettre un certificat SSL en votre nom. Donc, si vous utilisez que Let's Encrypt, indiquez-le dans votre certificat, dans votre DNS, ça prend 2 minutes, mais ça vous permet de limiter qui peut émettre des certificats en votre nom. Tout comme si vous utilisez que Symantec, indiquez-le. Comme ça permettra d'éviter que quelqu'un détourne vos DNS et qu'il émette un certificat en votre nom dans Let's Encrypt, avec un domain-based validation. On a parlé du DNSSEC, et il y a plusieurs aspects de sécurité qui peuvent être déployés autour avec le DNS. Merci Anouar. Nicolas, vous vouliez rajouter quelque chose aussi? Effectivement, sur l'éducation, sur la communication, on passe beaucoup de temps justement pour sensibiliser nos clients en reprenant ce qui s'est passé sur l'année passée. C'est-à-dire qu'en termes de failles, on va pouvoir, sur une demi-journée ou une journée, revenir sur SIGRED qui est venu impacter les services DNS Microsoft et expliquer l'impact que ça peut avoir. On reprend également tous les malwares du point de vue de l'angle DNS pour expliquer comment justement ils ont pu utiliser DNS et comment est-ce qu'on peut s'en prémunir. On fait aussi beaucoup d'échanges autour de l'IoT. On a coutume de dire que le S dans IoT est pour security. On a vu effectivement que sur l'année passée, le groupe GSoft a remonté des problèmes au niveau des piles de beaucoup d'équipements d'IoT avec des choses comme Ripple 20 et d'autres. Et effectivement, cette formation, cette éducation sur comment le DNS peut être utilisé, comment justement les failles arrivent et l'impact que ça peut avoir, c'est effectivement la meilleure façon de pouvoir faire allouer les bonnes ressources pour sécuriser le DNS. Et puis, les deuxièmes choses qu'on propose aussi à nos clients, c'est de travailler sur 24 heures, sur une semaine de trafic DNS, pour justement montrer ce qui se passe sur les environnements et puis comment on peut venir sécuriser les infrastructures en travaillant au niveau de ce service-là. Merci beaucoup Nicolas. Amélie, puis-je suggérer, il y a plusieurs questions intéressantes dans la fenêtre Q&A, et comme le temps passe, il y en a quelques-unes que, par exemple, je traiterai très bien. Allez-y. Bon, il y a eu une question notamment sur les résolveurs publics, quand on en a parlé, sur un résolveur public français européen, une question par Alex Flauvin et par Alain May. Donc là-dessus, je ne connais pas tous les projets, mais l'Union européenne a annoncé un projet qui s'appelle DNS4EU, DNS4EU, d'un résolveur public européen. Aucun détail n'a été publié, donc on ne sait pas vraiment en quoi ça consiste. Est-ce que c'est un
projet sérieux ou est-ce que c'est quelque chose envisagé comme ça. Mais si vous cherchez ce mot-clé sur les serveurs de l'Union européenne, vous trouverez quelques références à ce projet. Personnellement, je vois au moins deux grosses questions que ça doit poser. L'une est une question d'ordre opérationnel. Un résolveur, on l'a dit, doit marcher tout le temps. Il ne peut pas tomber en panne parce que sans lui, plus rien ne marche. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un service de qualité qui fonctionne. Ce que savent faire les GAFA, ce que sait faire Google, ce que sait faire Cloudflare, au niveau européen, ça ne va pas de soi. Il ne s'agit pas de monter une nouvelle usine à gaz, il s'agit de monter un service opérationnel qui marche. Ce n'est pas facile au niveau européen. Et puis une deuxième question sera évidemment celle de la censure, puisque beaucoup de gens voient le DNS non pas comme un service, mais comme un point de contrôle, comme un moyen de contrôler les gens. Et donc, si les 26 ou 27, je ne me souviens plus, pays membres, chacun amène sa liste de « moi, je veux censurer ça », puis la Hongrie veut censurer tous les sites LGBT, et puis la Pologne aussi, et puis les Français veulent censurer tout ce qui attaque la propriété intellectuelle, etc., ça va être très difficile à gérer à un niveau européen. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu très peu de détails publiés sur ce projet, c'est que personne n'a vraiment de réponse à ces questions. Une autre, alors là, on a parlé surtout de sujets qui étaient concrets, hein, des conseils pratiques. Nicolas ou Anouar ont cité beaucoup de choses concrètes, pratiques, de mesures à prendre, mais on peut aussi s'envoler un petit peu vers les hautes sphères du marketing avec la blockchain, puisqu'il y a eu plusieurs questions posées là-dessus. Alors, une précision, c'est qu'utiliser une chaîne de blocs pour enregistrer des noms de domaine, c'est très ancien. Ça s'appelle Namecoin, c'est apparu quasiment juste après Bitcoin. Donc c'est quelque chose de très ancien et personnellement, j'ai enregistré mon Namecoin, j'ai utilisé, alors que vous savez que blockchain est un terme marketing, pour ne pas dire plus méchamment, que quand il est utilisé dans la description d'un projet, c'est souvent un signal d'alarme. Ça veut dire « oulala ». Ça ne va pas être sérieux, et les gens qui le citent ne sont pas toujours ceux qui l'utilisent. Notamment, l'enregistrement sur la blockchain pose deux questions, je ne dis pas deux problèmes, hein, mais deux questions qu'il faut vraiment bien traiter. L'une, c'est quelle va être est-ce qu'on est d'accord avec la politique d'enregistrement dans Namecoin? C'est strictement du premier arrivé, premier servi. Si on perd, par exemple, sa clé privée, aucun recours. Si quelqu'un a enregistré un nom que vous estimez qu'il n'avait pas le droit d'enregistrer, aucun recours non plus. Ça peut être une bonne chose, mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Donc, c'est pas, au lieu de partir de la technique blockchain, il faudrait commencer par dire quel est le cahier des charges? Qu'est-ce qu'on veut exactement? Et puis, bien sûr, il y a l'autre problème qui est classique, c'est comment surmonter les difficultés de déploiement, comment convaincre tout le monde de migrer. Il y a eu d'énormes investissements qui ont été faits dans l'Internet, dans le DNS, dans les logiciels. Les gens qui disent « oh ben, il n'y a qu'à tout passer sur la blockchain », on se demande des fois s'ils sont sérieux, enfin je veux dire, si c'est réaliste. Merci. Effectivement, le cas blockchain pourrait faire l'objet d'un petit déjeuner à lui tout seul. Il y avait aussi une question sur, on avait parlé tout à l'heure des questions de décentralisation, de déconcentration. On nous pose la question aussi, l'orientation du gouvernement avec le cloud de confiance n'est-elle pas un risque de reconcentrer ces risques, justement? Je ne sais pas lequel d'entre vous vous souhaiterez répondre, Anouar peut-être, ou vous, Stéphane? Pour l'instant, de ce que j'ai vu, parce que bon, cloud de confiance, c'est aussi quelque chose qui allume un peu des signaux d'alarme compte tenu de ce qui s'est passé avec Andromède. Donc, ça, je dirais, il faut voir les détails. Ça dépend de comment c'est fait en pratique. Si c'est avoir du cloud français, on l'a depuis longtemps, hein, avec des fournisseurs comme Gandhi, OVH, Kula, etc., et plein d'autres. Donc, le problème est déjà réglé. Si on veut héberger des services ou des machines en France, c'est déjà réglé. Les projets dont j'ai lu des choses dans les journaux, avec prudence, ça dépend comment c'est fait. Si par exemple c'est hébergé en France, mais avec du logiciel fait par une entreprise états-unienne et contrôlé depuis les États-Unis, pays à qui le Cloud Act autorise explicitement à aller fouiller dans des machines qui ne sont pas sur leur territoire, ça ne veut pas dire qu'ils ne le faisaient pas avant, hein, ils le faisaient avant, mais avec le Cloud Act, c'est légal en plus. Je dirais c'est pas tellement souverain comme projet.
Merci pour cette précision. Je ne sais pas si c'est très optimiste, mais en tout cas, voilà, méfions-nous. On a une En question même temps, aussi. si on veut être optimiste, on a des ressources importantes. Bon, déjà, tous les pays européens gèrent leur domaine de premier niveau et le gèrent bien. Ça fonctionne. C'est le deuxième domaine de premier niveau dans le monde en nombre d'enregistrements, il est européen, hein, c'est le point DE. Donc, en Europe, on sait parfaitement faire des choses. Les logiciels sont pour la plupart développés en Europe, hein, NSD, PowerDNS, Note, etc. Le résolveur de Cloudflare utilise un logiciel qui a été développé en Europe, Note. Les ressources existent. Les ressources pour l'hébergement aussi. Il y a plutôt un biais de perspective qui est qu'on regarde uniquement quelques gros services états-uniens très spectaculaires et on oublie toute l'activité quotidienne de l'Internet qui ne passe pas par ces services. Je me permettrais peut-être de rajouter par rapport à ça. Bon, je ne connais pas maintenant en détail le projet du gouvernement français, donc de cloud de confiance. Mais donc, il existe certains projets européens, certaines initiatives européennes dans le domaine de la cloud, par exemple le Gaia-X, ou un deuxième projet en cours de développement entre différents pays européens. Il y a la France, il y a le Luxembourg, il y a l'Allemagne, il y a 5-6 autres, pour justement, je dirais, consolider et faire fonctionner ensemble toutes ces technologies, tous ces acteurs dans le cloud qui sont déjà là. Donc, Gandhi OVH a été mentionné en France. Il y en a en Allemagne, il y en a en Espagne, il y en a en Estonie, mais qui ne sont pas forcément, qui ne communiquent pas forcément ensemble ou qui ne sont pas interopérables l'un avec l'autre, comme on peut le voir avec les Américains ou de migrer de AWS vers Microsoft. C'est possible, par exemple. Ici, au niveau européen, c'est un peu moins. Et donc, il y a une série de projets comme ça en cours, en cours d'idéation, hein, comme on peut le dire. Donc, on est très tôt, justement, à faire en sorte que les technologies cloud qui sont européennes, qui sont là, qui ont été développées en Europe. Certaines, l'idée, c'est même de développer aussi des choses qui n'existent pas encore, comme des hypervisors en Europe, pour justement avoir toute l'infrastructure cloud. Oui, je n'aime pas le mot souverain, mais c'est un peu ça l'objectif, avec des technologies qui viennent d'Europe et qui peuvent se reposer uniquement sur des choses européennes si on le souhaite. Donc, ça, c'est des projets qui sont en cours. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on verra prochainement dans les actualités. Merci Pascal. Bon, c'est bon, on a donc, grâce à vos deux interventions, des raisons de rester optimiste. Peut-être une dernière question que je vais sans doute poser à Nicolas. Quelle est votre opinion sur les DNS menteurs qui sont présents dans de nombreuses organisations? Alors déjà, peut-être qu'est-ce qu'un DNS menteur Alors, un DNS menteur, c'est un DNS qui ne va pas répondre ce que l'autorité lui a répondu. Donc, c'est effectivement très gênant lorsqu'on est un particulier, qu'on souhaite accéder à une ressource. Stéphane en parlait tout à l'heure. Si je souhaite accéder à des documents de santé et que ça m'est interdit par rapport à une résolution DNS, c'est un vrai problème. D'un point de vue d'une organisation, c'est assez différent parce que on a un chiffre que donnait la directrice de la NSA il y a un an en juillet, avant de lancer un projet de résolveur fédéral comme DNS4EU, mais aux États-Unis, qui était que 92% des malwares utilisaient à un moment ou un autre le DNS. J'ai refait le test là en février, j'ai repris le top 10 que fournissait Checkpoint au niveau des malwares, et sur les 10 peuvent utiliser le DNS à un moment ou un autre. Donc, quand on est une organisation, utiliser le DNS pour appliquer une politique et décider de ne pas pouvoir laisser un malware arriver à ses fins en le bloquant au niveau DNS, ça a un grand intérêt. Donc, tout dépend à quel endroit et qui décide du mensonge, en fait. Si c'est l'organisation pour protéger ses utilisateurs au sein de l'entreprise, c'est quelque chose de très intéressant. Si c'est quelque chose qu'un utilisateur sans connaissance subit et qui l'empêche d'accéder à des ressources, là, c'est beaucoup plus gênant. Merci beaucoup, Nicolas. Effectivement, je crois qu'on arrive au bout du temps qui nous est imparti. Je vois que le général nous a rejoint.
C'est vrai qu'on ne vous a pas entendu en début de séance générale, mais peut-être que vous allez pouvoir faire une petite conclusion à cette séance très riche et très dense avant de clôturer le petit déjeuner d'aujourd'hui. On vous écoute, Général. Général, est-ce que vous nous entendez? Bon, je ne sais pas si vous nous entendez bien. Bon, en tout cas, en attendant qu'on réussisse à vous connecter, je vais quand même remercier déjà tous nos 4 intervenants d'aujourd'hui. Il y avait plein de choses, plein de sujets qui ont été évoqués sur plein de thématiques différentes. C'était très riche et très dense comme je l'ai déjà dit. Merci aussi à Anis Parsa d'avoir fait l'interprétation de toute cette séance. C'était une grande première pour nous. Je crois que le général essaie de rejoindre, quelques petits soucis de connexion. En tout cas, sachez que le prochain petit déjeuner de l'Observatoire du FIC aura lieu le 28 septembre normalement. On vous reconfirmera la date et on devrait pouvoir repasser enfin à un format plus traditionnel, en présentiel, comme on dit maintenant. Voilà, donc on espère pouvoir vous revoir en septembre autour d'un café pour reprendre les bonnes vieilles habitudes. Avec, on espère toujours la possibilité de faire quelque chose pour ceux qui seront à distance. Mais voilà, retrouver un petit peu notre format initial. Je crois que le général s'est déconnecté. Je vais donc clôturer cette session. Merci encore à tous. Merci à tous de l'avoir suivi parce qu'il y avait beaucoup de questions et le chat a été comme d'habitude très actif. Et donc, on vous retrouve le 28 septembre au Cercle des Célestins pour le prochain petit déjeuner. Et évidemment, d'ici là, à Lille, 7, 8 et 9 septembre pour la prochaine édition du FIC. Bon, merci à tous. Bonne journée. Et donc, on se revoit au mois de septembre. Bon été.